J'ai demandé à Brian Lockhart de nous rejoindre. Brian Lockhart, vous êtes directeur des biotechnologies et de la recherche des biomarqueurs au sein des laboratoires Servier France. Vous interviendrez plus tard pour nous parler des biopsies liquides, et là je ferai une présentation complète, asseyez-vous, vous êtes le bienvenu. Docteur Livartowski, vous êtes là, vous avez pris votre petit café, ça y est, c'est bon. Donc vous êtes... non, parce que tout à l'heure il me demandait où était le café, c'est pour ça. Vous êtes responsable des projets e-santé et Big Data à l'Institut Curie. Vous interviendrez plus tard dans l'après-midi pour nous parler aussi du Big Data. Je ferai une présentation plus complète. Et Dr Olivier Caron. Donc vous dirigez le service des consultations génétiques du département de médecine oncologique de Gustave Roussy. Et on vous retrouvera également plus tard pour une présentation. Donc merci à tous d'avoir accepté cette table ronde au pied levé. Et j'ai envie... alors, vous avez bien compris, c'est une table ronde où vous aurez le loisir de poser des questions. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à y penser. Et on vous donnera le micro bien volontiers. Alors j'ai envie de vous poser une première question aux uns et aux autres, au vu de ce qu'on a entendu ce matin. On a parlé d'immunothérapie, d'oncogénétique, de traitements ciblés. Qu'est-ce qui va révolutionner le cancer là? Ça va être quoi le levier? Ça va être les big data? Ça va être, ou c'est tout ça mélangé? Qui veut prendre la parole? Vous battez pas les gars, allez-y. Je peux... Vous m'entendez? Oui. Alors, ce qui, pour moi, va révolutionner le cancer, déjà, c'est d'approfondir la connaissance physiopathologique du cancer. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin, l'immuno-oncologie comme une grande révolution dans le traitement du cancer. Certes, c'est vrai. On a vu certaines des courbes Kaplan-Meier où on a des courbes de survie jusqu'à 10 ans pour certains patients. Je veux bien dire certains patients. Il y a entre 25 et 35% des patients qui démontrent ce taux de survie très important. Mais il y en a un grand pourcentage qui ne répond pas. 70% dans certains cas, dans le cancer type mélanome, dans le cancer poumon. Donc il faut savoir, les autorités, pour une molécule qui va peut-être coûter entre 80 000 et 120 000 $, ne sont pas prêtes à traiter des gens qui ne vont pas répondre. Donc il faut identifier avant les 25% des patients qui vont bien répondre au traitement. Donc là, on va dans la notion des biomarqueurs de réponse, les biomarqueurs qui vont prédire la réponse au traitement. Donc ça, je pense que c'est un élément aujourd'hui qui révèle le fait qu'on ne connaisse pas tous les éléments sur le plan de la réponse immunitaire au cancer. Donc il faut continuer à enrichir notre connaissance, enrichir l'arsenal thérapeutique que nous avons à notre disposition, qui va aussi être un facteur important dans cette connaissance physiopathologique, c'est les combinaisons de traitements. À la fois pour créer une synergie dans les traitements, pour baisser la toxicité, pour améliorer l'efficacité. Et encore là, on ne fait pas des combinaisons de type de façon hasardeuse. Il faut qu'on comprenne sur le plan moléculaire pourquoi deux traitements pourraient être synergiques. Et ça, c'est de la recherche, c'est la connaissance à partir des prélèvements des patients, de ce qu'on a vu ce matin, tous ces grands consortiums qu'on a vus pour collecter les échantillons des patients, les analyser, comprendre les anomalies génétiques, parce que le cancer, c'est quand même, à base, il y a des anomalies génomiques au sein du cancer. C'est des anomalies somatiques dans le cancer. Donc, il faut qu'on comprenne ces éléments-là. Et un autre aspect, encore lié à la connaissance physiopathologique du cancer, c'est le développement de la résistance. Beaucoup on a entendu ce matin, les traitements dits ciblés, en fait, ils se basent sur le fait que le cellule cancéreuse s'adapte. Il s'adapte pour survivre. Donc, il va transformer son génome pour trouver des éléments qui lui permettent de survivre. Et quelque part, c'est ce qu'on appelle l'addiction oncogénique. La cellule cancéreuse va devenir dépendante de cette anomalie pour se survivre. Donc, quelque part, c'est une sorte de talon d'Achille. Il faut qu'on identifie
ces éléments, ces anomalies moléculaires pour bien cibler le cancer. Mais le cancer, les systèmes des processus biologiques, c'est très plastique. On sait qu'aujourd'hui, le cancer s'adapte dans un processus d'évolution darwinienne. Une tumeur, c'est hétérogène. Il y a des multiples clones qui s'évoluent en fonction peut-être de l'environnement, en fonction de le traitement. Et donc, il faut qu'on comprenne de plus en plus comment on va être capable, par rapport à des thérapies en combinaison, qu'on peut empêcher ce phénomène de résistance. Donc encore, pour moi, ça s'appuie encore sur cette approfondir notre connaissance du cancer, va nous fournir l'arsenal thérapeutique, les biomarqueurs de demain, mieux stratifier les patients, mieux suivre son plan diagnostic des patients. Alors, j'ai une toute petite question comme ça, avant que vous complétiez. À chaque fois qu'on cite des statistiques, depuis ce matin, on parle de survie, et on dit survie à 5 ans. Alors, mais les gens entendent survie, et en fait, c'est survie à 5 ans. C'est quoi les survies après? Comment ça se passe? Comment vous classez vos études? Alors, je crois qu'il faut arrêter d'appeler ça survie, parce que... Oui. Enfin, sans faire de sémantique. C'est le terme à 5 ans qui est intéressant quand même. L'impression qu'on a, c'est que dès aujourd'hui, c'est-à-dire sans faire de la prospective, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le cancer devient, dans certains cas, une maladie chronique, un peu comme le diabète. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que pour certains patients, il ne faut pas guérir du cancer, au sens où guérir, ça veut dire on prend un médicament, on arrête le médicament et ça ne revient pas, et puis on vous revoit, et vous ne revoyez jamais le médecin parce que le médecin vous dit vous êtes guéri, j'ai pas besoin de vous revoir. Ça peut arriver dans certains cas, les patients qui sont opérés par exemple, une petite tumeur, on l'enlève, donc effectivement, là, le chirurgien peut dire je ne vous revois pas. Ça peut arriver. Mais dans les maladies un peu avancées, on est plus dans le cas d'une maladie chronique où les patients vont être surveillés tout le temps. Et l'objectif, ce n'est pas la survie, c'est la vie normale. Et si possible, avec le minimum d'effets secondaires. C'est-à-dire que même si les patients ont des traitements au long cours, on a parlé des thérapies ciblées, aujourd'hui, un des défis qu'on a encore à relever, c'est que parfois, c'est des traitements qui sont difficiles à supporter. Donc, l'objectif pour les cancérologues qui traitent des maladies avancées, c'est de faire en sorte que les patients vivent longtemps. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut remplacer le mot survie par vivre longtemps, le plus normalement possible. Et aujourd'hui, dans certains cas, on y est déjà arrivé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même dire... Pardon ? Dans quel cas, par exemple ? Par exemple, il y a eu Charlotte Ngo vous a fait a parlé des thérapies ciblées, et elle a parlé des thérapies ciblées qui sont l'hormonotherapie, qui sont connues depuis plus de 30 ans, 40 ans. Donc c'est une thérapie ciblée. Il y a des patients qui ont des cancers du sein métastatique, qui prennent des thérapies ciblées, donc de l'hormonothérapie depuis 5, 10, 15, plus parfois, et la maladie ne revient pas. Donc c'est possible, c'est pas encore suffisamment fréquent, mais en tout cas on a l'impression qu'on va... Enfin, c'est une voie... alors, juste un peu pour compléter ce qui a été dit, bien sûr j'étais parfaitement d'accord, probablement que de plus en plus on va peut-être trouver une cible, un médicament. L'exemple, c'est l'hormonothérapie. Les récepteurs hormonaux, on trouve un médicament. Mais l'impression qu'on a aussi, c'est que ce n'est pas si fréquent que ça. Souvent, le traitement devient... La maladie devient résistante, donc le traitement qui était très efficace ne l'est plus. Et donc, on a deux objectifs, on a deux possibilités. La première, c'est de changer de traitement et de donner un traitement qui devient à nouveau efficace. Et l'autre possibilité, bien sûr, c'est une voie de recherche, c'est d'associer des médicaments qui seraient à eux deux synergiques et plus efficaces, un peu comme la révolution du sida, par exemple, les quadrithérapies. Oui, ce traitement dont vous parliez, qui est efficace à un moment et qui ne l'est plus à un autre parce que la tumeur évolue, en fait, on nous a présenté l'immunothérapie comme le traitement miracle qui allait tout régler. Et non, ça ne va pas tout régler parce que la cellule s'adapte, on est en évolution constante, et donc il faut beaucoup mieux comprendre tous ces processus avant de croire à un traitement miracle. C'est ça que vous nous dites, hein? Allez-y. Oui, bien sûr, j'adhère à tout Préparez vos questions. Hein. À tout ce qui a pu être... des questions? Non, allez-y. Juste pour compléter, parce que bien sûr, je suis tout à fait mes collègues sur tous ces points. Peut-être une
je pense que la base, c'est la compréhension du mécanisme, effectivement. Et que jusqu'ici, on avait des hypothèses et que l'on avait du mal à vérifier, tout simplement pour des raisons technologiques. Alors qu'actuellement, on peut trouver au plus profond de ce qui se passe dans la cellule tumorale, pourquoi est-ce que se développe comme ça, pourquoi est-ce qu'elle va être résistante à tel ou tel traitement. Et puis ce qu'on a compris également, ce qui n'était pas gagné au départ, on pensait que c'était un cancer avec ce qu'on appelle une évolution monoclonale, une cellule initiale qui va transmettre ses caractéristiques à ces cellules filles tumorales, et que ça va être la même chose pendant toute la durée de vie de la tumeur. Et en se disant à ce moment-là, si on trouve une faille dans la tumeur au départ, on va pouvoir l'utiliser et guérir directement la tumeur. Et on a vite compris que finalement, la tumeur était hétérogène et que un contingent, un petit nombre de cellules pouvait avoir telle faille, tel défaut, telle cible à nous montrer, alors que la cellule voisine, tout aussi agressive, n'aurait pas cette faille-là. Et c'est pour ça qu'on va vers des combinaisons, qu'on va vers des stratégies de se dire je vais donner tel traitement à tel moment, puis tel autre, éventuellement répéter le cycle dans d'autres, en fonction de l'évolution de la tumeur. Et c'est maintenant là où on en est, effectivement, un petit peu la comparaison avec le sida ou d'autres maladies infectieuses est là. On va donner plusieurs traitements à la fois. Dans certains cas, un seul suffira parce que la tumeur est relativement homogène. Et on va accéder ainsi à une amélioration de la survie, des guérisons. Il y a quand même déjà des guérisons. Vous parlez de tumeurs relativement homogènes. Donc est-ce qu'il est possible que, par exemple, on a une tumeur, on la traite, ça réagit bien à l'immunothérapie, puis il y avait dans cette tumeur des cellules qui étaient un peu endormies et qui, après une première réaction très positive à l'immunothérapie, les autres se réveillent et hop, ça repart. C'est possible, ça ? Alors, tout est toujours, tout est toujours possible finalement. Après, je pense qu'il faut vraiment distinguer la révolution de l'immunothérapie avec les traitements plus classiques, les chimiothérapies et puis les thérapies ciblées en tant que telles, ciblées sur la tumeur. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Il y a des tumeurs qui vont mieux répondre et des personnes qui vont mieux répondre à l'immunothérapie que l'autre. Et justement, l'un des jeux est de savoir comment on utilise ces traitements-là. Comment on utilise tout le panel. Est-ce qu'on fait simultanément l'ensemble des choses ou est-ce qu'on fait que l'immunothérapie? Si on fait de l'immunothérapie, est-ce qu'on la fait à vie, à longueur de temps, ou est-ce qu'on stimule à un moment donné, pendant quelques mois, le système immunitaire, et puis un petit peu comme un vaccin, ça permet de traiter. C'est vraiment deux mécanismes complètement différents. Vous vouliez compléter, et puis j'ai une autre question après, quand vous aurez complété, c'est que tout ce panel là dont vous parlez, il est en constante évolution. Comment les oncologues arrivent à être au courant de tout ce panel? C'est encore une autre question. Bon, je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hétérogénéité tumorale, en particulier dans les tumeurs solides. Je pense que la meilleure façon de visualiser ça, c'est d'imaginer un arbre. Donc nous avons le tronc et toutes ces branches qui vont... Donc en fait, une tumeur, c'est quoi? À l'origine, il y a un certain nombre d'anomalies génétiques, génomiques, qui peut être une mutation, une translocation, une amplification, qui accélèrent la transformation et la survie de ces cellules. Mais au fur et à mesure de son histoire naturelle, qui dépend de plein de choses, ces sous-clones d'autres anomalies vont s'ajouter dans d'autres types de cellules. Et on va de plus en plus vers des parties de la tumeur comme les branches, pas comme le tronc. Donc il y a des cellules dans la tumeur ce qu'on appelle clonales, c'est-à-dire toutes les cellules dans la tumeur contiennent cette anomalie. Et nous avons des cellules sous-clonales, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une proportion des cellules qui contiennent cette anomalie. Les clés, c'est quelque part identifier ces anomalies clonales. Parfois, on utilise le mot en anglais, the driver et le passager. Donc, quelles sont les mutations, les anomalies qui impulsent le tumeur dans son évolution et d'autres qui sont un peu passagers, qui s'accumulent dans le temps, mais qui finalement deviennent un phénomène problématique par rapport à l'agressivité du tumeur, peut-être sa résistance et tous ces éléments-là. Donc, lorsqu'on parle de cette histoire naturelle, c'est effectivement le plus de temps qu'une tumeur a se développer, le plus ces anomalies développées. Donc, le plus précocement on identifie le tumeur, peut-être il y aura moins de clones. Pourquoi aussi on pense que dans les cancers chez l'enfant, on a peut-être des tumeurs moins développées sur le plan hétérogénéité et peut-être moins sous-clonales et plus clonales. C'est un des éléments pourquoi on a des meilleurs résultats.
C'est pas le seul unique explication, mais ça fait partie des éléments, peut-être. Des questions, là, déjà dans la salle, ou pas? Pas encore? Bon, réfléchissez-y. Si, il y a des questions déjà? Allez-y. Merci pour vos interventions. Ce matin, on a eu le docteur Sandrine Aspelag qui nous a parlé donc des thérapies pour cibler les cellules immunitaires. En reprenant votre exemple de l'arbre, on comprend que s'il y a une branche qui est malade, si elle est malade, c'est que le tronc, quelque part, est malade. Et que la racine aussi est malade. La racine étant la génétique, probablement. L'intérêt de faire un traitement général ou de viser d'une manière générale tout ce qui peut renforcer l'organisme devrait aboutir à éviter ces maladies, qu'elles soient cancer ou qu'elles soient autres. Donc vous ciblez à la fois vos recherches sur les deux domaines, sur la branche, sur le tronc et sur les racines. Mais dans un ordre préférentiel, qui serait quand même un ordre d'efficacité, est-ce qu'il ne vaut mieux pas travailler davantage sur tout le système immunitaire, donc ces cellules immunitaires dont le rôle est justement de contrarier et de tuer ces cellules qui seraient mortifères? Donc, est-ce que dans vos recherches, la priorité est accordée aux cellules qui vont défendre l'organisme ou ces cellules qui sont sur les branches et qui vont donner un cancer bien spécifique, bien particulier? Alors, qui répond? Moi, je vais encore parler de l'immunothérapie. C'est quelque chose qui est quand même émergé d'une recherche très fondamentale dans les laboratoires académiques, de la compréhension de pourquoi le système immunitaire, ou pourquoi les cellules cancéreuses s'échappent à le système immunitaire. Finalement, voilà pourquoi le système immunitaire avant n'était pas capable d'éliminer les cellules cancéreuses. Ce qu'on a vu ce matin, les débuts de compréhension de toutes les astuces que les cellules cancéreuses ont utilisées pour finalement jouer cette mascarade, démasquer, où les cellules immunitaires n'étaient pas capables de démasquer les cellules cancéreuses parce qu'elles utilisaient un système de camouflage moléculaire pour atténuer la réaction immunitaire, pour être cachées et pas être identifiées par le système immunitaire. Donc, cette recherche fondamentale a finalement nous aidé à comprendre les mécanismes. Comprendre un mécanisme, finalement, c'est la base des cibles, c'est la base des biomarqueurs, c'est la base des traitements. Je reviens les principes d'il y a plusieurs centaines d'années de Claude Bernard. Tout doit être basé sur la connaissance physiopathologique. Et la physiopathologie aujourd'hui, nous avons un levier qui est la physiopathologie moléculaire. On peut creuser et avoir une granulométrie de plus en plus fine par rapport à cette connaissance. Donc, je fais juste une remarque aujourd'hui qu'on met beaucoup en avant les aspects des nouvelles technologies, etc. Il y a un élément quand même fondamental. Il y a deux donc d'abord le patient qui donne accès à ces prélèvements, initialement dans un but diagnostique, mais maintenant dans un but de recherche, pour aider les académiques, les hospitaliers et les industries, les biotech, à mieux comprendre la maladie. Et une autre structure qui n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur, c'est toutes les tumorothèques, toutes les biobanques qui se construisent, se mettent en place, qui aujourd'hui jouent un rôle fondamental dans la collection des échantillons de qualité avec des annotations cliniques qui sont bien évidemment anonymisées, mais qui met à disposition du monde de la recherche hospitalier, clinique et transactionnel et les moyens pour qu'on puisse commencer à apprivoiser ces choses-là. Donc ça, c'est le big data. C'est ce dont vous vous occupez. Beaucoup. Hein? Pas que. Beaucoup. Je ne sais pas si c'est... je ne peux pas parler du big data tout de suite puisque j'en parle. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, les tumorothèques, c'est plus on en a, ce qu'on disait ce matin, c'est que plus le big data il est big, et plus on comprend de choses. Donc non, vous n'avez pas raison de dire ça. Tu as peut-être raison, mais je ne voudrais pas effleurer ce que je vais dire tout à l'heure. Mais Allez-y. pour répondre à la question de monsieur, il dit, mais pourquoi vous faites de la recherche sur la chimiothérapie, puis pas plutôt pour l'immunothérapie? Ce serait plus simple de faire en sorte que la personne elle-même se défende. Donc il y a des recherches dans ce sens. Puis le Graal, ça serait d'avoir un vaccin anti-cancer, c'est-à-dire même d'empêcher que la maladie survienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des recherches sur les vaccins contre le cancer, même préventifs, curatifs.
Il y a l'immunothérapie dont vous parlez, il y a la chimiothérapie qui reste encore une arme efficace, il y a la chirurgie, la radiothérapie, il y a les thérapies ciblées. Et c'est vrai que l'objectif final, si on pouvait, ce serait d'éviter que le cancer survienne, par exemple par un vaccin. Mais en attendant, je pense que ce que font les médecins et les chercheurs, c'est de chercher tout azimut. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas découvert les mécanismes les plus fins de la cancérogénèse, mais puis on a fait énormément de progrès dans la compréhension. Donc le problème, il est aujourd'hui, il n'est pas de chercher un vaccin qu'on trouvera peut-être soit jamais, soit dans 10, 15, 20, 30 ans. Il faut bien traiter les patients aujourd'hui. Et donc toutes les armes thérapeutiques qu'on a à notre disposition, et on en a effectivement de plus en plus, vous avez raison, c'est de plus en plus compliqué, eh bien, il faut les utiliser toutes, alors toutes, pas pour tous les patients, mais adaptées à chaque patient, ce qu'on a appelé la médecine personnalisée. Donc il faut travailler pour aujourd'hui, et vous avez raison, il faut aussi travailler pour... si l'immunothérapie demain permet de traiter tous les cancers, mais moi j'y crois pas vraiment en fait. À l'arme qui va tout régler d'un coup. Autre question dans la salle pendant que vous complétez, docteur Caron. Juste pour compléter, le système immunitaire, faut pas trop le chatouiller non plus. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu à trouver, et en se disant bah tiens, on va booster le système immunitaire de quelqu'un. On a essayé, ça peut provoquer d'autres problèmes qui sont tout aussi compliqués à gérer que le cancer en lui-même. Donc c'est un équilibre très fin à trouver, et effectivement l'immunothérapie sera dans un certain nombre de cas une arme thérapeutique majeure, probablement complétée par d'autres choses. Dans certains autres cas, ça ne sera pas utile, ça n'apportera pas par rapport au traitement actuel ou en développement de chimiothérapie qui s'amélioreront aussi. Et il y aura des thérapies géniques, vous qui vous occupez donc aux génétiques? Alors c'est là aussi... On parlait ce matin de différence entre génétique, entre la comparaison de la biologie de la tumeur et de la comparaison de... Donc est-ce qu'il y aura des thérapies géniques? Il y aura peut-être de la thérapie génique avec des outils génétiques qui seront utilisés pour, à l'échelle d'une cellule, manipuler les gènes, mais ça reste encore pour aujourd'hui très très complexe. Et là pour le coup on fait beaucoup de dégâts en essayant de toucher au cœur même du génome. C'est une voie possible, mais bon... très lointaine. Oui, à propos de la cancérogénèse, est-ce qu'il ne serait pas, pour les recherches, utile de faire une carte d'identité génétique à la naissance? C'est-à-dire que ça permettrait, je veux dire tous les 5 ans, de revérifier l'évolution de cette carte, pour la recherche, hein, j'entends. C'est-à-dire, comme on parle des racines, là, ce serait vraiment prendre à la racine. Alors, ça va poser des problèmes éthiques. Ça. Voilà. Les Français auront du mal à adhérer, mais bon. Alors, juste pour des raisons de connaissance, on va distinguer vraiment le patrimoine génétique de la personne et puis le patrimoine génétique qui va être perverti dans la cellule tumorale. La connaissance du patrimoine génétique à la naissance, finalement, n'apporte pas beaucoup plus que la connaissance du patrimoine génétique d'une personne un petit peu plus tard. L'important, c'est de savoir, et ça nous pose un problème d'ailleurs, on parle d'anomalie dans un gène, mais finalement, avant de parler d'anomalie, qu'est-ce qui est normal? Et ça, c'est pas toujours évident de le savoir. Et si on devait faire le séquençage de tous nos patrimoines génétiques de tous ici, on va trouver des dizaines de milliers d'anomalies, ou en tout cas de différences entre les uns et les autres. Donc c'est ça aussi dont il faut tenir compte pour pouvoir dire justement qu'est-ce qui est quelque chose qui a du sens dans mon analyse génétique et qu'est-ce qui n'en a pas. Au jour d'aujourd'hui, faire des analyses dans le cadre de recherche, j'entends, à la naissance ou chez des enfants n'apporterait que peu d'informations dans le cadre de l'échafaudage de stratégies de traitement du cancer. On arrive quasiment à la fin de cette session. Alors, on passe à 2-3 questions rapides. Alors, il y a des questions encore. Une question ici. Donc, on rentre dans les questions-réponses rapides. Hein. Oui, donc tout ça, évidemment, débouche sur beaucoup d'essais cliniques. Et je voulais savoir pour les patients, quelles sont les voies d'accès à ces essais cliniques, que ce soit au niveau national ou voire international, et comment on peut se documenter Alors, avant que vous répondiez, justement, on avait un petit quiz à ce sujet pour ceux qui sont connectés sur Speecheo. C'est considérez-vous que les malades sont suffisamment informés des traitements expérimentaux, oui ou non? Tu as une réponse à nous donner, Morgane?
Ah, on lance le sondage. On vous donnera la réponse après. Et la deuxième question, c'était l'accès à ces traitements est-il suffisamment simple? C'est-à-dire que quand on arrive dans un centre de traitement contre le cancer, est-ce qu'on est suffisamment informé et est-ce que c'est simple d'accéder à ces différents traitements? En attendant, répondez. On vous donnera la réponse du petit sondage après. Alors dire qu'il y a une inégalité parfaite sur tout le territoire, ce ne serait pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'un patient qui habite pas très loin de Gustave-Roussy bénéficiera beaucoup plus facilement, j'aurais pu dire Curie, mais bon, c'est par modestie, beaucoup plus facilement d'un essai thérapeutique qu'un patient qui habite au fin fond de l'Auvergne, c'est sûr. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie... Lorsque les médicaments sont commercialisés, il y a une vraie égalité aux soins. C'est-à-dire qu'une tumeur, même si elle est diagnostiquée au fin fond de l'Auvergne, elle peut être séquencée dans un des centres de référence. Il y en a 25, 27 en France. Et ça, c'est l'Institut national du cancer qui l'a fait développer. C'est assez unique au monde. Et c'est vrai qu'il y a une vraie égalité pour l'accès aux thérapies innovantes dès qu'elles sont commercialisées. Mais dans le cas des essais thérapeutiques, c'est vrai que comme il y a peu de centres qui font ces essais avec des nouvelles molécules, évidemment, il y a une espèce d'inégalité, c'est vrai. Il y a une différence entre essais thérapeutiques et essais cliniques? En fait, je précise ma question. Les essais cliniques sont faits pour répondre à des questions scientifiques et souvent les gens croient qu'ils sont faits pour soigner. C'est très frustrant pour quelqu'un qui a envie de sauver sa peau, qui dit « moi je veux absolument bénéficier de ce traitement ». On lui dit « bah non, vous n'êtes pas dans la bonne cohorte ou vous n'êtes pas dans la bonne case de l'essai clinique ». Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça, c'est un des problèmes plus difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, pour essayer de montrer l'efficacité d'un traitement, les anciennes méthodes, je dirais, c'était de comparer un nouveau médicament avec l'ancien, puis de regarder si le nouveau médicament était supérieur à l'ancien. Aujourd'hui, dans la mesure où on arrive beaucoup mieux à cibler, d'avoir une cible et donc d'avoir un médicament contre la cible, on essaye le plus souvent de se passer de ces essais comparatifs pour aboutir très vite à l'autorisation de mise sur le marché pour que ce médicament puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, et ça, c'est une nouvelle façon d'approcher les essais thérapeutiques ou les essais cliniques. Je ne sais pas très bien d'ailleurs que vous avez raison de me poser la question. Ça fait longtemps que j'en fais et c'est quoi la différence? Tu pourrais le dire? Juste thérapeutique, ça utilise un traitement en tant que tel, et un essai clinique, ça peut être plus large, simplement d'observation ou d'évaluer une pratique particulière sans traitement en tant que tel, enfin en tout cas sans médicament. Mais c'est ténu, hein, comme je ne suis pas sûr d'ailleurs de mon distinguo. On a le résultat de notre sondage et puis on va conclure cette table ronde. Je vous remercie. Je vais garder Brian Lockhart avec moi qui va intervenir. Tu as les résultats, Morgane, de notre petit sondage. Voilà, applaudissez-les, encouragez-les. Alors, considérez-vous que les malades sont suffisamment informés des traitements expérimentaux? Ah, donc non, on n'est pas suffisamment informés, messieurs. Hein, ça, c'est un scandale. Et l'accès à ces traitements est-il suffisamment simple? Bon, alors, il faut vous inscrire nombreux à Speecheo, hein, parce que là, ce n'est pas significatif, nos résultats.